Alors Fabrice Grenard, qui est agrégé docteur en histoire, habilité à diriger des recherches, est le directeur historique de la Fondation de la Résistance. Donc j'assiste un peu. Il vient de publier un ouvrage extrêmement intéressant qui s'appelle La traque des résistants. J'insiste sur la dimension historique qui est désormais dimension historique et dimension pédagogique, qui est désormais la vocation des fondations. Je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Nous y sommes évidemment sensibles à l'inspection générale et c'est un changement de chemin qu'il faut prendre, qui n'est pas si facile. Et des collègues comme Fabrice Grenard y contribuent fortement. Je vous laisse la parole, Fabrice. Merci, monsieur l'inspecteur général. Donc effectivement, je vais vous parler de la vie quotidienne et du marché noir en France sous l'occupation, et plus précisément à Paris, avec un petit mot en introduction pour vous dire que si l'histoire permet de comprendre le monde dans lequel on vit, elle permet aussi parfois de présenter aux élèves d'autres mondes, d'autres systèmes, d'autres modes de vie, d'autres types de consommation. Et dans une société qui se caractérise par la surproduction, parfois le gaspillage, il est bon de rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 75 ans, la France a connu une période de vache maigre, de restrictions, de pénurie, la plus grande période d'ailleurs de pénurie pour le pays à l'échelle de l'histoire contemporaine, et heureusement bien sûr la dernière également, puisqu'ensuite arrive la période dite de la reconstruction et des Trente Glorieuses, qui est plutôt une période avec de nouveaux modes de consommation. Un petit mot sur la bibliographie, pour vous dire que, évidemment, ce sont des travaux assez nouveaux, assez neufs, si on compare par rapport à l'historiographie qui caractérise la résistance, la collaboration, qui s'est développée immédiatement après la guerre. Les historiens se sont intéressés à ces questions de vie quotidienne un peu plus tardivement, avec une historienne pionnière qui est dans la salle et que je salue, Dominique Veillon. Vivre et survivre en France 1939-1947, c'est véritablement le premier travail d'historienne du coup sur le sujet. J'ai moi-même commis une thèse sur la France du marché noir, dans laquelle il est très largement question du ravitaillement, du rationnement, des restrictions. Sachez également qu'il y a eu l'année dernière une exposition très intéressante à Lyon au CHRD, Les Jours 100. Le catalogue de l'exposition existe et ce catalogue fournit aux enseignants ou aux chercheurs un ensemble de documents très facilement exploitables. Sachez aussi que si le sujet est peut-être un peu marginal dans le monde académique en France, où on préfère justement, j'entends encore me dire un grand historien de la période que la résistance c'est quand même plus sérieux que les rutabagas, mais sachez que dans le monde anglo-saxon, on s'intéresse énormément à ces questions-là, les questions de daily life, pour voir un petit peu tous les enjeux qu'il y a derrière. Et vous avez aussi plusieurs ouvrages importants de chercheurs anglais ou américains qui portent sur la vie quotidienne en France. Alors, j'articulerai mon propos en deux temps. D'abord, un rappel un peu de l'état des connaissances sur le sujet. Et comme Simon, j'essaierai aussi de vous donner quelques pistes en matière de ressources et de documentation. Ce qu'a dit Simon tout à l'heure, j'y tiens beaucoup, j'ai effectivement aussi écrit là-dessus. La guerre commence véritablement en septembre 1939. Et vous l'avez dit aussi, monsieur l'inspecteur général. Cette guerre, elle bouleverse dès le départ le quotidien des Français. Dans ce qu'il y a de plus courant, de ce qui caractérise la vie de tous les jours, c'est-à-dire s'approvisionner, manger, s'habiller. Pour des raisons toutes simples, et là aussi, il suffit d'avoir quelques mécanismes économiques en tête, c'est que les lois du marché sont totalement bouleversées, comme elles avaient été d'ailleurs en 1914, avec l'entrée en guerre du pays. On mobilise les hommes pour les envoyer sur le front, 5 millions d'hommes qui manquent donc dans les usines et dans les champs, et ça provoque inévitablement une baisse des productions industrielles et des productions agricoles. L'intendance chargée d'approvisionner l'armée est forcément prioritaire pour ce qui concerne tous les approvisionnements,
et du coup, tout ce qui va à l'armée, ce sont des produits en moins pour les populations civiles. Et puis effectivement, la guerre maritime, elle aussi se développe dès le départ. Les sous-marins allemands, dès l'automne 39, attaquent un certain nombre de convois, notamment dans l'Atlantique. Cela perturbe donc profondément les circuits d'approvisionnement extérieur. Or, on l'oublie souvent, mais la France, en 1939, est un pays qui est très dépendant de l'extérieur, à la fois de son empire colonial, mais aussi de ses partenaires commerciaux, notamment États-Unis, Canada ou un certain nombre de pays d'Amérique du Sud. Pour faire simple, la France importe autour de 60% de ses ressources agricoles en 1938 et près de 80% de ses matières premières. Cela veut dire qu'à partir du moment où les circuits extérieurs, eh bien, vous voyez, sont plus limités, là aussi, pour la population civile, c'est autant de produits en moins. Tout cela explique l'apparition des premières pénuries au cours de l'hiver 1939-1940, qui est un hiver très rigoureux, et ces pénuries s'exercent essentiellement sur justement les produits qui étaient importés, le riz, le chocolat, le café, le sucre, les pâtes alimentaires, l'huile, l'essence. Cela oblige le gouvernement Daladier, qui jusqu'alors s'y était refusé pour ne pas porter atteinte au moral de la population, parce que le gouvernement s'attend à une guerre longue et veut mobiliser sa population sur la durée. Mais à partir de l'hiver 39-40, voilà, on se rend compte qu'un système de ravitaillement est inévitable. C'est Paul Reynaud qui annonce fin février 1940 à la population que ce système va entrer en place. Paul Reynaud militait pour une mise en place du ravitaillement depuis septembre 1939, mais il se heurtait à l'opposition d'Henri Queuille, ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement, qui était plutôt confiant dans les ressources du pays et qui voulait lui repousser le plus tardivement possible la mise en place du ravitaillement. Donc en février, la situation est telle que c'est Reynaud qui l'emporte dans ce duel entre les deux ministres, et il annonce à la radio la distribution future des cartes d'alimentation et des tickets de rationnement. Simplement, ces cartes et ces tickets commencent à être diffusés auprès des mairies en mai-juin 1940, mais vous comprendrez bien qu'en mai-juin 1940, il y a des événements qui vont subitement faire que le ravitaillement n'est plus du tout la priorité. À partir de là, c'est véritablement en septembre 1940 que le rationnement va entrer en vigueur en France, ce qui explique ensuite dans la mémoire collective que l'on assimile rationnement et occupation allemande. Alors, c'est à la fois vrai, mais je vous l'ai dit, dès la drôle de guerre, en fait, il y avait déjà la nécessité de penser ce système de rationnement. Alors, évidemment, l'occupation aggrave une situation de pénurie qui existait déjà. Là aussi, les facteurs sont connus. Le problème de la main-d'œuvre se maintient, puisqu'il y avait les hommes mobilisés dans l'armée, mais 1 500 000 d'entre eux ne reviendront pas, puisqu'ils seront prisonniers en Allemagne. Beaucoup sont agriculteurs. Ils feront donc défaut dans les champs, et cela pèsera considérablement sur la production agricole du pays. Les pillages et les prélèvements de l'occupant, puisque les Allemands, lorsqu'ils arrivent en France, et ça fait partie de cette stratégie, alors qu'on appellera plus tard la guerre éclair, mais en fait, toute la stratégie allemande consiste un petit peu à vivre sur le pays. Et du coup, ils se livrent à des prélèvements considérés comme des prises de guerre de tous les stocks industriels ou alimentaires qu'ils trouvent. Et là aussi, cela entraîne une baisse des ressources disponibles pour les Français. Le territoire divisé en différentes zones, la fameuse ligne de démarcation, cette frontière intérieure qui va couper la France en deux, et on a des territoires qui ne pourront plus échanger entre eux. C'est très embêtant parce que ça veut dire concrètement la disparition d'un marché national. La zone nord, plutôt industrielle, ne peut plus échanger avec la zone sud, plutôt agricole. Et puis, dernier grand facteur, les Allemands prennent le contrôle de tous les ports et du trafic maritime français. Donc, ce qui s'était déjà posé lors de la drôle de guerre, le problème des approvisionnements extérieurs, eh bien, ces approvisionnements vont diminuer encore plus, d'autant que, à partir du moment où les Allemands prennent le contrôle du trafic maritime en France, les Anglais vont instaurer un blocus de la France. Alors, blocus qui va s'exercer pas forcément sur les produits agricoles qui ne sont pas les plus stratégiques, mais qui s'exercent quand même sur un certain nombre de produits comme l'essence ou les matières premières.
Tout cela pèse donc considérablement sur la situation économique du pays. Vous voyez, je vous ai mis quelques indices pour vous montrer qu'en réalité, la plupart des productions s'effondrent de 50%. Et si on cherche dans le temps, on retrouve en fait des niveaux de production qui sont ceux de la France dans les années 1840, c'est-à-dire avant la révolution industrielle. On a donc une régression de quasiment un siècle. La crise est telle donc que l'une des premières urgences du nouveau régime dit de Vichy, qui s'instaure au cours de l'été 1940, c'est d'instaurer ce système de rationnement généralisé qui jusqu'alors avait été repoussé ou empêché par les événements militaires du printemps 1940. Le maréchal Pétain, d'ailleurs, l'annonce dans un de ses premiers discours aux Français, le 13 août 1940. Il explique aux Français que, je le cite, « la première tâche du gouvernement serait que tous, pauvres et riches, aient leur juste part dans les ressources de la nation. » Alors, comment fonctionne ce système de rationnement ? Les choses sont en général connues, mais attention quand même, il y a différents documents. Chaque Français va recevoir une carte d'alimentation. La carte d'alimentation, c'est l'équivalent d'une carte d'identité C'est-à-dire qu'on va mentionner sur cette carte individuelle d'alimentation l'âge, la profession, la situation maritale avec enfants, voilà, parce que en fonction de cette situation, les ressources auxquelles vous aurez le droit ne sont pas les mêmes. Ensuite, avec cette carte d'alimentation, vous obtenez des tickets de rationnement, donc qui, pour les produits rationnés, vous permettent ensuite d'acheter dans les commerces. Sans ces tickets, tout achat est impossible ou alors il est illégal, j'en reparlerai. Les Français, vous le savez, sont classés par des lettres alphabétiques, les fameuses catégories E pour enfants, A pour adultes, V pour vieillard, c'est pas très élégant, mais c'est le terme, et T pour travailleurs de force. Et puis ensuite, on a des sous-catégories, les femmes enceintes, selon le type de profession, vous aurez, par exemple, un facteur aura plus de bons chaussures parce qu'à l'époque, on livre le courrier à pied essentiellement. Ces rations, évidemment, très vite, elles apparaissent comme des rations peau de chagrin, vous voyez. Là aussi, il suffit de mettre dans une assiette l'équivalent de ce que ça représente pour bien comprendre ce qu'est le rationnement et la difficulté alimentaire du moment. Donc on a le droit qu'à 50 grammes de fromage par semaine, 100 grammes de matière grasse, 300 grammes de viande par semaine. En fait, vous mangez de la viande qu'une ou deux fois dans la semaine. Hein, voilà. Et encore faut-il que ces rations soient effectivement servies, parce que bien souvent, vous allez vous approvisionner, vous avez les tickets qu'il faut, mais le commerçant vous explique, désolé, aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien. Du coup, dans ces conditions, les nutritionnistes s'inquiètent très vite, parce que le rationnement officiel ne permet de fournir aux Français, dès l'automne 1940, qu'environ 1500 calories quotidiennes, là où il en faut à peu près 2000 à 2500 pour mener une activité normale. Et évidemment, tout au long de l'occupation, ce rationnement officiel ne cessera de baisser. Vous voyez, je vous ai mis la courbe de l'évolution de la consommation quotidienne de viande sur l'ensemble de la période. On a une chute vertigineuse jusqu'en 1944. Le rationnement ne concerne pas que les produits alimentaires, il concerne aussi un certain nombre de biens manufacturés nécessaires à la vie de tous les jours. Il y a des bons pour les chaussures, il y a des bons pour les cartes, pour les vêtements et aussi pour le charbon. La situation est forcément plus difficile dans les villes, notamment dans les grandes villes, qu'à la campagne, parce qu'à la campagne, on peut avoir contact avec le monde rural, le monde agricole, et la ville, une des villes bien sûr qui souffre le plus de la situation, c'est Paris. Paris, c'est 2 millions de consommateurs. C'est une ville qui est plutôt coupée des centres de consommation, de production agricole. Et pour vous donner un ordre d'idée, à la fin de la période, c'est-à-dire à la veille de la libération de Paris, en juillet 1944, le rationnement officiel à Paris ne permet d'obtenir que 900 calories quotidiennes. À 600, on est considéré en situation de famine. Donc vous voyez, on n'est pas loin du tout. Dans ce contexte, évidemment, pour survivre, les Français sont obligés de développer des formes d'économie parallèle. Le troc et le système D se généralisent en réalité dans tous les secteurs. Alors le système D, c'est quoi ? C'est apprendre à faire de la pâtisserie sans sucre. On va utiliser de la saccharine. C'est apprendre à faire du café sans café
ou à rouler des cigarettes sans tabac. L'un des ouvrages best-sellers de la période, c'est Édouard de Pomian, Cuisine et restrictions, qui explique comment on peut arriver à bien manger malgré l'absence d'aliments de base. On essaie de cultiver ces petits jardins potagers, on essaie d'avoir des petits élevages particuliers pour compenser les insuffisances du rationnement officiel. Il n'y a plus de matières premières, donc il n'y a plus de bas de soie. Les femmes se teignent les jambes pour continuer d'avoir l'apparence féminine. Et puis l'un des systèmes qui permet peut-être notamment aux gens des villes de survivre, c'est le système dit du colis familial, puisque le gouvernement de Vichy autorise en 1941 les Français qui habitent dans les villes à se faire approvisionner par des amis de la famille à la campagne qui peut chaque mois envoyer un colis de 50 kilos contenant des denrées alimentaires. Dans une ville comme Paris, il y a eu plusieurs millions de colis familiaux envoyés au cours de la période, et cela a joué un rôle essentiel pour que des citadins qui puissent finalement survivre malgré les fameuses 1500 calories quotidiennes dont je parlais tout à l'heure et qui étaient très insuffisantes. Et puis bien sûr, la principale forme d'approvisionnement parallèle, c'est le marché noir. Alors qu'est-ce que c'est du coup que le marché noir? C'est l'ensemble des infractions économiques à la législation mise en place par le régime de Vichy pour tenter de réguler les pénuries. C'est-à-dire des infractions au rationnement, acheter des produits sans remettre en échange les bons de rationnement nécessaires, les infractions à la législation des prix, puisque les prix sont fixés par l'administration. Si vous vendez à un prix supérieur, vous faites du marché noir. Ce sont les infractions à la législation sur la répartition dans le monde industriel, puisqu'il y a un système de répartition imposé par en haut des matières premières dans les entreprises. Ce marché noir atteint un niveau considérable dès le début de la période, c'est-à-dire dès l'automne 1940, au moment même où commencent à se mettre en place les premières mesures qui concernent le rationnement. À Paris, par exemple, un rapport de la préfecture de police de Paris évoque à la date du 7 décembre 1940 le marché noir comme un trafic honteux qui se fait en marge du commerce normal et honnête et qui a pour auteur des individus sans scrupules. Les agents de l'octroi, vous savez, à l'époque, il y a l'octroi. Quand on entre dans Paris, il faut payer des taxes si vous pénétrez dans Paris avec des marchandises. Les agents de l'octroi qui constataient avant la guerre en moyenne 2000 cas de transport frauduleux en constatent en 1942 8000. Donc vous voyez, on a véritablement changé d'échelle. Et sur l'ensemble de la période 1940-1944, il y aura 1 200 000 constatations, c'est-à-dire procès-verbaux établis par les policiers, gendarmes, agents du contrôle économique, pour des infractions à la réglementation économique. 1 200 000, cela fera dire à un grand juriste de l'époque, Anatole de Monzy, que toute la France est en état de contentieux. Si on cherche un équivalent aujourd'hui, c'est peut-être les infractions au code de la route, vous voyez. C'est-à-dire c'est quelque chose à un moment donné qui concerne quasiment tout le monde. Évidemment, ce marché noir repose sur des filières et des acteurs différents. Alors, pour faire simple, je résume ça en 3 aspects. Vous avez d'abord la fraude qui se généralise au sein même des circuits normaux de distribution, c'est-à-dire dans le commerce. Quand vous allez chez le boulanger, chez le charcutier, eh bien, vous avez des commerçants qui ne respectent pas les réglementations et qui font du marché noir. C'est bien sûr ce que racontera Jean Dutour dans Au bon beurre avec la famille Poissonnat. Maintenant, attention, quand vous êtes consommateur, vous n'avez contact qu'avec le commerçant de détail. Et vous avez l'impression que c'est lui, du coup, le véritable acteur du marché noir, alors que bien souvent, les épiciers, les détaillants ne font que répercuter au bout de la chaîne un marché noir qui commence bien en amont au niveau des grossistes et des négociants. C'est le système dit de la soulte, c'est-à-dire qu'à chaque étape d'une vente, on demande un surplus par rapport au prix officiel, et si vous voulez conserver vos marges, vous êtes vous aussi obligé de répercuter ce surplus. Voilà. Cela explique une généralisation donc de la fraude dans le commerce de détail. Vous avez ensuite des filières totalement parallèles. Alors là, ce sont des gens qui comprennent toute la situation qu'ils peuvent retirer
des pénuries et qui vont, alors qu'ils n'ont pas les autorisations nécessaires pour être commerçants, eh bien, qui vont devenir commerçants, mais en réalité trafiquants professionnels et qui vont servir d'intermédiaire entre l'offre et la demande du marché noir, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir ceux qui détiennent de la marchandise, des stocks clandestins, pour le racheter à des prix élevés, et ensuite ils revendent dans les villes à des prix encore plus élevés ces stocks qui sont très demandés. Vous avez la photo, par exemple, de la saisie d'un entrepôt clandestin, puisque ces trafiquants du marché noir vont fonctionner comme de véritables entrepreneurs. Ils ont des équipes qui travaillent pour eux, ils ont des entrepôts, ils ont des camions qui parcourent la province, et l'une des figures les plus connues, c'est Monsieur Joseph Joanovici, qui a fait partie de ce qu'on appelle les trafiquants millionnaires, qui est aussi entouré d'un certain mystère, parce qu'il a travaillé pour l'Abwehr, pour différents services secrets, et c'est quelqu'un qui a réalisé une fortune considérable au cours de la période. Et puis, troisième type de filière, il vaut mieux acheter à la ferme à un prix fort qu'au marché noir à un prix fou, disait un écrivain de l'époque, Alfred Fabrelus. Donc cette troisième filière, c'est pour les consommateurs, finalement, de court-circuiter tous les circuits qui existent pour aller directement auprès des producteurs dans les fermes. C'est interdit par la loi, puisque le ravitaillement empêche ce ravitaillement direct auprès des producteurs. Mais à partir de 1941, on assiste à des bandes cyclistes qui, tous les week-ends, se mettent à parcourir les campagnes pour acheter quelques œufs, quelques kilos de beurre. Vous avez aussi des petites gares de province qui sont surfréquentées, la gare de Meaux, la gare d'Étampes, les plus proches de Paris, pour là aussi aller passer une journée en territoire rural et voyez revenir avec des sacs à dos chargés de pommes de terre et de produits divers, et tout en espérant pouvoir échapper aux contrôles qui sont effectués dans les gares. Voilà donc en gros pour l'état un petit peu des connaissances sur le sujet. Alors en termes de ressources maintenant et de documents, au niveau des archives, en réalité il y a plein d'archives puisque le marché noir a été très combattu. Donc toutes les archives dites répressives, que ce soit les archives du contrôle économique, de l'administration du ravitaillement, sont des sources pour étudier ce que sont les trafics, ce qu'est le marché noir. Pour quelqu'un qui se trouve à Paris, le fonds le plus important à mon avis se trouve à la préfecture de police de Paris, ce sont les rapports de quinzaine. C'est un fonds véritablement extraordinaire puisque tous les 15 jours, les renseignements généraux à Paris rédigeaient des comptes rendus dans lesquels ils expliquaient quelle est la situation des rations aujourd'hui, quel incident a pu se produire à cause du ravitaillement, un bris de vitrine parce que les gens n'étaient pas contents, ils n'ont pas été servis par leurs commerçants. Voilà, vous avez tout ça dans des rapports donc qui sont très facilement lisibles. En plus, c'est classé par thème, donc c'est une source pour le chercheur, mais aussi pour illustrer des cours importantes. La même source que Simon, la collection du musée de l'Éducation nationale. Vous pouvez trouver ces dessins d'enfants sur le site de Canopée. Alors, il y a des dessins sur l'Exode, mais vous avez beaucoup de dessins qui ont trait à la vie quotidienne, notamment les queues qui ont véritablement marqué les Français de la période et qui s'expliquent par le fait que l'inscription était obligatoire chez les commerçants et les gens avaient peur de ne pas être servis. Donc on arrivait le plus tôt possible en espérant être les premiers dans la queue pour pouvoir avoir les rations auxquelles on avait droit. Voilà, donc beaucoup de dessins qui racontent cela à hauteur d'enfant, donc avec parfois une vision un petit peu naïve, mais qui sont véritablement une source très riche. Et puis des rédactions d'écoliers, parce que évidemment à l'école on demande aux enfants de raconter un petit peu leur vie quotidienne. Et qu'est-ce qui caractérise la vie quotidienne à l'époque? Eh bien, c'est le rationnement, c'est le ravitaillement, c'est même le marché noir, puisque parfois dans les cours d'école, on fait du troc, on essaie de se débrouiller comme on peut. Et vous avez donc des rédactions, comme là, je vous en ai mis deux. L'une qui explique ce que sont les succès d'année, avec un catalogue de tous les produits, donc de tous les ersatz qui ont remplacé les produits qu'on ne trouve plus dans le commerce officiel. Et puis, une autre rédaction, ce sont des enfants qui racontent leur petit déjeuner, ce qu'ils mangent au petit déjeuner. Ils disent on aurait bien aimé avoir du sucre, mais il n'y avait pas de sucre, donc on a eu de la saccharine. On aurait aimé avoir du lait, mais il n'y avait plus de lait, parce que à la boutique, quand notre maman, après une heure de queue, elle est arrivée, le commerçant a dit qu'il n'y avait plus de lait. Voilà, donc véritablement une plongée au cœur du quotidien des Français,
Et je terminerai juste en disant 2 choses. Évidemment, vous voyez, je vous ai parlé ni de la collaboration, ni de la résistance, mais n'oublions pas que finalement, collaboration, résistance, ce sont des choses qui concernent plutôt une minorité de Français au cours de la période, quelques centaines de milliers, alors que les tickets de rationnement, ce sont 40 millions de Français qui ont été confrontés. Et on parlait aussi tout à l'heure des sorties de guerre. Évidemment, avec ces enjeux du quotidien, la notion de sortie de guerre, elle apparaît aussi véritablement parce que beaucoup de Français pensaient que la libération 44, ça allait être la fin du rationnement. On a même déchiré les cartes d'alimentation lors de la libération de Paris en août 1944. Or, ce rationnement va se maintenir jusqu'en 1949. Vous voyez, donc cette période de transition, là ensuite, vers effectivement une société d'abondance, mais qui dure quand même 4 à 5 ans. Merci beaucoup pour votre attention.